Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. Dans ces studios, Maman Nguébi de la télévision nationale de la République démocratique du Congo, nous commençons par rendre hommage à un des membres de nos équipes, Ado Mujangi, caméraman, qui nous a quittés hier soir. Nous lui rendrons hommage avec toute l'équipe de la télévision nationale parce qu'il avait toujours été de nôtres. Ce soir, nous revenons après notre visite, Monsieur le ministre de la Santé à Bunia, où nous avons eu l'occasion de nous déployer, de faire le point de la riposte en elle-même, mais nous avons aussi l'occasion d'avoir parmi nous les directeurs généraux de l'Organisation mondiale de la santé et tout son comité pour suivre de près la question de l'épidémie. Au retour en début de semaine, nous avons eu et vous continuez à avoir des réunions marathon, notamment avec le président de la République lui-même et les directeurs généraux de l'OMS, mais aussi avec la première ministre, les directeurs de l'OMS et tous les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, parce que nous avons fait le choix de la transparence dans notre stratégie des ripostes, où nous partageons quotidiennement les chiffres et nous revenons constamment devant les médias pour faire le point de l'évolution de notre riposte contre l'épidémie. Ce soir, Monsieur le ministre, nous avons beaucoup avancé, pour ne pas dire suffisamment avancé, au bout de 20 jours depuis les débuts de cette épidémie. Les matériels sont sur place, aéroport de Bunia ouvert, mais il y a toujours des défis, et lorsque nous regardons la presse internationale, nous avons les défis de ce qu'on appelle tracing, tracer les cas contacts, mais bien avant, est-ce que vous pouvez nous faire le point de la situation de l'évolution de l'épidémie? C'est jeudi 4 juin, Monsieur le ministre. À vous la parole. Merci beaucoup, merci Excellence. Merci à tous les membres de la presse. Ouais, donc ça nous fait exactement 20 jours aujourd'hui que nous avons déclaré l'épidémie à Ebola Bundibugyo. Tout le monde se souviendra que nous avons donné beaucoup de chiffres qui montaient tous les jours. Nous étions, la dernière fois que j'étais ici, j'ai parlé autour de 1000 cas suspects. Ce qui a beaucoup changé depuis lors, c'est que maintenant nous pouvons vous donner les chiffres exacts des malades d'Ebola, des personnes qui ont développé la maladie. Maintenant, comme nous avons la possibilité de tester quasiment tout le monde maintenant, nous pouvons donc donner des chiffres exacts. Avant cela, je voudrais encore rendre hommage à tous les prestataires de soins qui ont laissé leur vie dans cette lutte et rendre hommage à ceux qui sont encore au front et qui sont nombreux et qui continuent à se battre tous les jours pour que cette épidémie puisse s'arrêter. Nous avons, pour les chiffres, pour ceux qui veulent des chiffres, après on va aller dans les détails, mais pour les chiffres, nous avons toujours 3 provinces qui sont touchées, qui sont l'Ituri, qui sont le Nord Kivu et le Sud Kivu. Il n'y a pas de cas d'Ebola ailleurs, je redis ça, parce que parfois des rumeurs courent beaucoup, mais je préfère vous dire qu'il n'y a pas du tout de cas d'Ebola ailleurs. De ces 3 provinces, la province d'Ituri reste celle la plus touchée, avec quasiment 94 à 95% des cas, ils sont tous dans l'Ituri. On a 19 cas dans le nord Kivu et à peu près 3 cas dans le sud Kivu. Alors en Ituri et donc dans les provinces qui sont touchées, au total, nous sommes à 381 cas cumulés. Cela veut dire depuis le début de la riposte, depuis que nous avons commencé à tester, avant même l'annonce du 15, donc tous les cas que nous avons eus avant qu'on a testé, jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, nous sommes à 381 cas, donc nous ne sommes pas à 1000 cas comme on disait, nous ne sommes pas à 900 cas, nous sommes à 381 cas. Sur les 381 cas, nous avons 63 personnes qui sont décédées. Alors ça, ce sont 2 chiffres qui sont importants parce que ça nous donne le taux de décès. Vous vous rappelez que je disais au début que Ebola Bundibugyo tue moins que Ebola Zaïre, qu'on était entre 30 et 50%, alors qu'Ebola Zaïre tue 80%. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes à moins de 17% de létalité.
Alors c'est important parce que quand on regarde par exemple la province du Nord Kivu, où on a eu 19 cas, 13 décès, on voit que si on prend en charge rapidement les gens, on diminue sensiblement le taux de décès. Et donc c'est très probablement le fait que ces cas-là ont été pris en retard, qu'ils n'ont pas été communiqués, qu'on a eu autant de décès proportionnellement dans le Nord Kivu. Donc, nous sommes à 381 cas d'Ebola confirmés, nous sommes à 63 cas de décès confirmés d'Ebola. Actuellement, dans nos centres de santé, on est autour de 233 patients qui sont hospitalisés, soit pour être isolés en attendant les tests parce qu'ils sont très suspects, soit parce qu'ils sont réellement malades. Donc voilà à peu près les chiffres en termes de nombre de provinces touchées et en termes de nombre de personnes touchées. En termes de nombre de zones de santé touchées, nous sommes à 25 zones de santé au total. 17 en Ituri, 7 dans le Nord Kivu et une zone de santé dans le Sud Kivu. Voilà la situation à ce jour, Excellence. Monsieur le ministre, avant qu'on prenne les questions de journalistes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution du tracing d'une part et des testings d'autre part? Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire avec la possibilité de communiquer sur 2 cas directement, c'est parce que nos laboratoires ont été renforcés. Alors ça c'est vraiment très très important parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui nous pouvons vous dire exactement le nombre de cas parce que premièrement, quand nous testons, nous utilisons une méthode qu'on appelle le Radio-1. Quand nous testons, nous n'avons quasiment pas de faux négatifs. Faux négatif, c'est quelqu'un qui est malade, on teste et on dit qu'il est négatif, alors qu'il est malade. C'est ça, un faux négatif. Eh bien, nous avons moins de 2% de faux négatifs. C'est-à-dire quand nous disons que c'est négatif, c'est réellement négatif. Même si les symptômes sont là, ce n'est pas Ebola, c'est autre chose. Et quand nous disons que nous pouvons maintenant donner les chiffres, c'est parce que maintenant nous testons quasiment tous les échantillons. Cela veut dire concrètement que le testing, c'est-à-dire la capacité à tester les malades, est quasiment à 100% maintenant parce que nous avons des échantillons, nous avons des kits de testing qui sont tous là. Nous avons reçu plus de 4000 kits juste de Africa CDC, on a reçu de la Banque mondiale, on reçoit vraiment, pour cela on n'a pas de problème. Juste pour illustrer, la zone de santé de Mongwalu, qui est à 70 km de Bunia, nous avons hier installé un laboratoire là-bas qui teste maintenant sur place. Donc aujourd'hui nous testons tous les échantillons qui nous arrivent et nous les testons dans les 24 heures, c'est-à-dire on n'a pas besoin de vous dire autant de suspects. Les suspects que nous avons, ce sont des gens qui vont être confirmés ou infirmés dans la même journée. Ça, c'est pour le testing. Un autre effort que nous avons fait qui est très important, c'est sur le tracing, c'est-à-dire retrouver les contacts des personnes malades. Quand nous avons commencé, nous étions autour de 9%. Aujourd'hui, nous sommes à 55,5% de tracing. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que ça nous permet d'aller retrouver les personnes qui sont potentiellement contaminées et de les surveiller, éventuellement, s'ils présentent des symptômes, de les prélever. Et nous avons aussi la possibilité donc d'isoler les contacts des malades, notamment les contacts, ce que nous appelons à haut risque. Par exemple, une femme qui surveillait son mari quand il était malade ou l'inverse, une maman qui gardait un enfant malade ou un enfant qui était avec sa maman malade. Ça sont les contacts à très haut risque. Ces contacts-là, nous les surveillons aussi. Donc nous sommes à 55% de surveillance de tracing. L'objectif, c'est 90%. C'est-à-dire que si nous atteignons 90%, c'est que nous connaissons quasiment tous les contacts, eh bien, nous pouvons savoir à quel endroit un cas de maladie peut survenir. Et donc, c'est des grosses évolutions que nous avons avec le tracing et surtout avec le testing. Nous savons situer les problématiques. Évidemment, pour ce qui concerne le province, par exemple les villes de Goma et de Bukavu, pour nous, la riposte, elle est unique. Et nous pensons que la meilleure manière pour nous de nous déployer là-bas, c'est le retrait.
des troupes rwandaises et de leurs supplétifs qui n'ont aucune expertise, aucune expérience dans la gestion de ces questions. C'est clair, c'est une ligne rouge. Sur l'Ituri, la problématique, elle est différente. Parce que nous avons fait le point avec les gouverneurs militaires sur la situation sécuritaire territoire par territoire. Aru, Mambasa, Djougou, on a fait la situation à Mahagi ou encore dans les territoires d'Irumu. Il y a 2 points où il y a des problèmes sécuritaires. C'est à Mambasa avec les intrusions des terroristes, EDF, et puis du côté de Boulé spécifiquement, un village dans le Djougou. Mais pour l'Ituri, ils ont une approche évidemment des discussions avec les groupes armés qui sont pour la plupart membres de communautés. Donc, de ces points de vue, il y a une stratégie de riposte locale là-bas à Bunia que le gouverneur déploie dans cet ordre-là. Mais pour ce qui concerne les villes de Goma et de Bukavu, comme je vous l'ai dit, c'est non négociable. Voilà un peu sur cette question. Je reviendrai évidemment sur la question de la ville morte tout à l'heure. Oui, je peux compléter sur cette question en disant que nous avons demandé, notamment à Djougou, donc Boulé, nous avons demandé que les personnes déplacées regagnent leur foyer. Parce que ces personnes-là habitent parfois à 5 km de chez eux. Enfin, ils sont déplacés à 5 km de chez eux. Tout simplement parce qu'ils sont contrôlés par des chefs politiques qui préfèrent les garder dans cette situation-là pour leurs propres intérêts. Mais avec le gouverneur militaire, quand nous étions là-bas, nous avons demandé, mais non, il faut qu'on, ces personnes, on est en train de leur parler, de leur demander, regagnez vos maisons au lieu de rester entassés, ce qui pourrait vous exposer. Donc vraiment, on travaille en profondeur, et le ministre ne l'a pas dit, mais il y a un général, un adjoint du gouverneur, dont le rôle justement, c'est de travailler avec tous ces groupes armés là, pour pouvoir contrôler cette épidémie. Maintenant, pour les vecteurs, pour les animaux, très sincèrement, ce n'est pas une question de stratégie de riposte. Parce que ce n'est pas dans la riposte qu'on cherche l'animal. L'animal est au départ de l'épidémie. Mais quand l'épidémie a déjà démarré, il n'est plus dans le jeu, l'animal. Ce qui nous intéresse au niveau des animaux, c'est la recherche pour savoir quel est le vecteur. On ne le sait pas. Hein? Donc vous dites tel primate peut-être, mais personne ne le sait. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous dire c'est tel animal qui est le réservoir naturel d'Ebola. Et donc, ce que nous avons par contre comme approche sur le long terme, c'est d'éduquer les gens pour que le rapport entre homme-animal au niveau de ces forêts-là soit un rapport avec beaucoup de connaissances, en sachant qu'il ne faut pas ramasser la viande morte, enfin en tout cas les animaux morts pour les préparer, parce que dès que vous commencez à couper l'animal, s'il est infecté, le sang de l'animal vous contamine avant même de préparer. Donc ce n'est pas seulement le fait de bien préparer, mais c'est le fait aussi de ne même pas y toucher, parce que dès que vous coupez, vous êtes dans le contact avec le virus. Et donc c'est vraiment cette stratégie-là. Mais en attendant, la recherche aussi continue, notamment, je vous ai dit que dans notre équipe, il y a le ministère, c'est One Health, hein, on a le ministère de pêche et élevage, de l'environnement, pour pouvoir effectivement retrouver éventuellement, grâce à la recherche, le réservoir. Parce qu'on a accusé chauve-souris, on a accusé beaucoup d'animaux, mais pour l'instant, aucun scientifique ne peut vous dire c'est tel animal. Voilà, alors sur votre question d'actualité, la question d'actualité évidemment qui nous intéresse, c'est la riposte que nous apportons et sûrement bientôt la question des léopards, mais parce que vous posez la question, d'abord, je crois que vous avez constaté avec moi que la ville était vivante et que ceux qui devaient vaquer à leurs occupations les fait, nous étions dans nos cabinets et puis nous avions eu cette réunion extraordinaire du Conseil de ministres, mais je constate que les invocateurs et les promoteurs de l'esprit de mort ont imité malheureusement les activités ou les actions du père et du fils. Vous connaissez les modus operandi de ce que nous on appelle poison rwandais. J'ai vu des deepfakes, des vidéos manipulées de la ministre de l'EPST. Ils pouvaient mieux faire parce que c'était totalement mal fait. J'ai vu des communiqués truqués. J'ai vu qu'il y avait des messages d'intimidation, des messages d'appel à la violence. Vous ne pouvez pas, vous, prendre un rôle qui est celui-là. Et donc, il y a eu, évidemment, la réponse qui a été donnée par le peuple congolais à cet appel qui, de notre point de vue, n'a pas du tout de sens, parce que nous sommes
dans un contexte démocratique où les idées s'affrontent et surtout que beaucoup que j'ai vus là ont, dans un passé récent, été eux-mêmes les défenseurs de la révision de la Constitution. Bon, on ne va pas faire le procès des uns des autres, mais ici, il faut constater qu'ils doivent trouver une autre formule. Parce qu'ici, les peuples ont besoin d'un esprit de vie, justement. Lorsque vous prêchez la mort et vous intimidez, vous manipulez, dans l'objectif de s'aimer la peur, je pense que ce n'est pas le meilleur fusil d'épaule qu'on doit prendre si on veut véritablement représenter une alternative. De toute évidence, les peuples ont donné sa réponse et pour ce qui nous concerne, nous allons continuer à travailler pour le bien du peuple congolais, à régler la question de la riposte à laquelle nous travaillons très efficacement d'ailleurs, la question de la sécurité pour nos populations de l'Est, et c'est bien ça le plus important. Alors la position de l'OMS est unique. L'OMS dit une seule riposte. D'ailleurs, vous avez suivi Tedros, le patron de l'OMS, qui a dit une coordination, un plan, un budget. Donc c'est un seul plan. Nous tous, nous devons suivre un seul plan. On ne peut pas avoir deux plans. Donc l'OMS est très clair là-dessus. Ce que vous devez savoir, c'est qu'effectivement, je pense que c'est la mairie de Marbella où devait se jouer la rencontre qui a évidemment émis de réserve ou qui ne veut pas que le match se joue là-bas. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a convoqué hier l'ambassadrice de l'Espagne pour le lui notifier. L'ambassadrice de l'Espagne a dit à la ministre des Affaires étrangères que c'était une décision qui avait été prise au niveau de la mairie. Et que, parce qu'elle a été évidemment convoquée par notre ministre des Affaires étrangères, elle a pris contact avec les autorités espagnoles et les contacts, j'ai cru comprendre, sont encore en cours pour établir si les matchs vont se jouer là où c'était prévu, ou tout au moins le match doit être délocalisé dans un autre endroit en Espagne. J'ai discuté avec mon collègue des sports tout à l'heure, je crois qu'avec l'équipe, ils doivent déjà être en Espagne, dans l'espoir que très rapidement, et nous pensons que, ou nous souhaitons que la FIFA puisse impliquer, parce que c'est des matchs qui sont, vous le savez mieux que moi, organisés par la FIFA pour le compte justement du classement, et même si c'est un match qui nous prépare à la Coupe du Monde, et vous pouvez considérer que tout est fait pour que ces matchs puissent se tenir, et pour que ces matchs puissent se tenir avec des supporters. Parce que, comme on l'a dit, et vous le savez sûrement mieux que moi, vous êtes chroniqueur sportif, nos léopards vivent dans une bulle. Même le ministre des Sports, qui est en Belgique, n'a pas accès aux joueurs. La plupart de nos joueurs évoluent, si pas tous, à l'étranger. Il était prévu que les joueurs viennent ici pour être décorés, mais aucun d'eux n'a foulé le sol de la RDC, parce que nous voulons justement pas prendre de risques. Et donc, des attitudes de ce type, c'est des attitudes qui sont discriminatoires. Et vous pouvez bien compter sur nous et sur notre voix, même au niveau des affaires étrangères, pour que nous puissions dénoncer des comportements de ce type, parce que le ministre de la Santé va mieux le dire, parce que Ebola n'est pas Covid. Ebola ne se transmet pas par aérosol. Donc il faut cesser d'avoir cette attitude discriminatoire vis-à-vis, non pas seulement des léopards, mais vis-à-vis des supporters congolais. Monsieur le ministre. Merci, et ça me permet effectivement de redire encore les choses simples. Nous ne prenons pas de risques quand nous n'avons pas de contact avec le malade. Zéro risque quand vous n'avez pas de contact avec le malade. Nos léopards sont tellement loin du pays que je ne sais pas par quel mécanisme il y a un risque quelconque. Ce n'est pas parce qu'ils sont congolais que par définition ils sont potentiellement contagieux. Tout à fait. L'OMS, dont on a parlé tout à l'heure, a redit le risque de pandémie, c'est-à-dire le risque d'une épidémie au niveau mondial est tellement faible. Nous-mêmes ici, nous disons que le risque dans notre pays est élevé, mais on a eu ces épidémies. Avons-nous vu une pandémie, c'est-à-dire une épidémie mondiale avec ces 16 épidémies? Vous croyez qu'avant, les gens étaient mieux préparés que maintenant? Donc c'est vraiment un non-sens au niveau sanitaire. C'est un non-sens. Maintenant, ça me donne encore l'occasion de répéter. Il n'y a aucune raison de fermer les frontières. Il n'y a aucune raison
de prendre peur parce que quelqu'un était à Kinshasa. Or, eux, ils n'étaient même pas à Kinshasa. Il n'y a pas de cas à Kinshasa, il n'y a pas de cas en dehors des 3 provinces dont j'ai parlé. Donc, à partir de là, toutes ces décisions-là, ce sont plus des, je veux dire, des fantasmes sanitaires qui, en fait, ce sont des supporters qui sont en Europe, qui vont aller à ces matchs. Il n'y a pas un cas en Europe. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va contaminer les gens. Donc, honnêtement, au-delà de la discrimination, je ne vois pas d'intérêt sanitaire. Il n'y a aucun intérêt sanitaire. Absolument. Et vous pouvez compter sur nous pour que nous puissions faire entendre notre voix. Et c'est dans cet ordre d'ailleurs qu'il faut situer la réunion que la Première ministre a convoquée avec toute la communauté diplomatique. Les docteurs Tedros étaient là, le ministre de la Santé était là parce qu'on a présenté toute la situation de la riposte et beaucoup d'ailleurs de ces pays contribuent à la riposte que nous menons. Et aujourd'hui, si on fait la comparaison avec la Covid, on vous a donné les précisions, ce n'est pas des maladies qui se transmettent de la même manière. Donc toute attitude visant à stigmatiser nos léopards ou les populations congolaises, où qu'elles soient, parce qu'on veut les assimiler à Ebola, c'est discriminatoire et nous allons prendre les dispositions qu'il faut pour y répondre. La meilleure chose, c'est que les déplacés rentrent dans leur milieu. C'est la meilleure chose. Ça permet d'éviter les grandes agglomérations, ça permet d'éviter les grands retroupements qui peuvent exposer. Aussi bien pour eux que pour tout le monde, on leur dit encore, mesures barrières, qui sont des mesures très simples. Laver les mains est une mesure essentielle. Je répète que les gens qui ont découvert Ebola ont survécu jusqu'à aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils se lavaient les mains. Le docteur Muyembe l'avait dit ici. Il l'avait dit ici. C'est vraiment une mesure qui paraît simple, mais c'est vraiment une mesure essentielle. Et c'est ça qu'on doit absolument faire, notamment dans les zones où les personnes sont déplacées. C'est vraiment de ramener de l'eau, ramener tout ce qui est sanitation pour que les gens puissent avoir cette hygiène-là. Deuxièmement, diagnostic rapide des cas. J'ai les chiffres pour vous dire dans le Nord Kivu, parce que vous parlez du Nord Kivu. Dans le Nord Kivu, nous avons eu au total, comme je vous ai dit tout à l'heure, 19 cas. Et sur les 19 cas, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu 13 décès. Pour vous montrer que quand on ne les prend pas en charge vite, les gens décèdent. 13 décès, c'est plus de 60%, presque même 68%, je pense, des personnes. Ça montre, alors que nous, à Ituri, on est à 17%. Vous voyez pourquoi c'est très important d'intervenir vite. Donc, pour l'instant, c'est la même chose, vraiment, sanitation, laver les mains et se stériliser les mains, mais aussi signaler tous les cas suspects et ne pas entrer en contact, notamment avec les personnes malades. C'est vraiment les mêmes choses. Et ça marche, Maintenant, par rapport à la personne guérie à Goma, oui, parce que je vous ai dit plusieurs fois ici, ce sont nos équipes qui sont là. Sauf que nous ne pouvons pas déployer correctement la riposte parce que nous n'avons pas de contact avec ces gens et nous ne voulons pas en avoir. Mais les équipes qui travaillent sont nos équipes, ce sont nos laboratoires. Et donc nous suivons. C'est pour ça que je peux vous dire que dans le Nord Kivu, par exemple, les contacts, nous pouvons vous dire, on a 533 contacts dans le Nord Kivu. Les gens que nous surveillons, mais de manière pas efficace parce que tout simplement, nous n'avons pas de contact. Oui, la personne guérie à Goma fait partie des 7 personnes guéries au total pour l'instant, dont 6 en Ituri et 1 à Goma. Je répète ce que nous appelons guéri. Guéri, c'est quelqu'un qui a été malade, qui a présenté des symptômes, dont un premier test est positif, donc nous sommes sûrs que c'est Ebola, et qui n'est plus malade, c'est-à-dire qu'il n'a plus de symptômes, et dont 2 tests sont négatifs à 2 jours d'intervalle. Voilà, alors sur la question concernant les ADF, d'abord ici je voudrais réitérer notre compassion, notre solidarité pour toutes nos populations qui sont touchées. Ce n'est pas seulement les populations qui ont été touchées récemment à Béni, mais c'est aussi des populations qui ont été touchées quelques jours à Mambasa. Je crois qu'ici, évidemment, je ne dirai pas tout ici, mais ce qui est évident, c'est que nous avons des secteurs opérationnels qui opèrent à la fois dans l'Ituri et dans le Nord Kivu. Je crois qu'il y a des dispositifs de renforcement et des mesures qui ont déjà été prises. N'oubliez pas que nous sommes dans une mutualisation avec l'Ouganda
mais que chaque fois que vous voyez les terroristes frapper de cette manière, parce que des terroristes viennent frapper que de manière spectaculaire, justement pour s'aimer la terreur, ils les font souvent en représailles. Lorsqu'ils se sentent acculés, ils posent des actes de cette horreur. Mais pour ce qui nous concerne, non pas seulement qu'il y a des mesures sécuritaires qui ont été prises sur place, à la fois en Ituri et dans le Nord Kivu, autour du gouverneur Somo, mais il y a aussi le volet humanitaire. Et je vous avais dit que désormais, tous les vendredis, en Conseil de ministres, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales revient pour nous assurer que nous donnons l'appui qu'il faut à nos populations touchées. Donc, les messages ce soir, c'est de continuer à faire confiance justement au président de la République et à tous les gouvernements. Nous continuons à travailler, il y a encore du travail à faire parce qu'il y a des actes, des terreurs qui continuent de se commettre, mais nous avons des militaires qui sont bien mobilisés, qui sont déterminés pour éteindre la menace. Et donc, au-delà de ces messages, c'est un message de soutien, de compassion et de solidarité que le gouvernement réitère. On va prendre les prochaines questions de M. Nassis Moutoumou. Vous ne pouvez pas embarquer dans un aéroport si vous avez la fièvre. Parce que je parle des aéroports en venant de là-bas. Vous ne pouvez pas embarquer si vous avez la fièvre. On check systématiquement. Je rappelle encore, quelqu'un qui n'est pas malade n'est pas contagieux. Il n'est pas contagieux. Cependant, si c'est un contact à haut risque, même embarqué, on ne peut pas le laisser embarquer. Parce qu'on a dit que le contact, on doit les repérer et les isoler. Donc on ne peut pas les laisser se promener. Donc là, j'ai reçu cet après-midi la liste des contacts, parce que je vais prendre une décision, donc je l'annonce d'ailleurs, pour justement formaliser que tous les contacts ne prennent pas d'avion. Tous les contacts. Mais on va partager la liste au niveau de la DGM, au niveau de toutes les instances, pour justement essayer d'éviter la propagation du virus. Donc, et ceux qui ne sont pas contacts ou qui sont contacts épisodiques, eh bien, eux, ils sont checkés systématiquement. Vous pouvez aller en Djili, maintenant, vous allez voir qu'on va vous checker. On va vous checker à l'arrivée, on va vous checker au départ. Et donc, c'est systématique dans tous les aéroports, c'est ce qu'on va faire. En gardant à l'esprit que quelqu'un qui n'est pas malade, il n'est pas contagieux. Donc, il ne faut pas commencer à stigmatiser les gens. Si vous êtes à côté de moi et que je vais bien, vous êtes à 100% certain que je ne peux pas vous contaminer parce que moi-même, je ne suis pas malade. Donc, vraiment, c'est surveiller tous les contacts, empêcher les vols, enfin, empêcher les mouvements des contacts parce qu'on doit en principe les isoler, en principe les checker quand ils présentent des symptômes. Donc, ça, c'est clair pour tout le monde. Et d'ailleurs, on travaille avec l'Organisation internationale de migration, l'OIM, pour qu'on respecte ce qu'on appelle le RSI, le Règlement sanitaire international, qui dit ça justement. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas, le travail est fait et il continue à se faire. Nous avons plusieurs points de contact autour des zones affectées, à Bunia, à Rwampara. Nous avons au moins une cinquantaine de points de contact où nous avons mis des personnes qui checkent tout le monde qui circule par là. Vraiment, l'idée, c'est de contenir ce virus-là. Donc, on le fait pour les aéroports. Alors, pour votre deuxième question, les personnes guéries, il n'y a pas de guéri temporaire, guéri un peu, guéri beaucoup. Non, guéri, je vous ai dit ce que ça veut dire. Il n'y a plus de symptômes et on a 2 tests négatifs. Quand quelqu'un est guéri, il est guéri. Par contre, pour tous les cas d'Ebola, ce que nous faisons, c'est que nous suivons les patients, enfin, les guéris, pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le virus pouvait rester dans le sperme parfois pendant 2 ans. Et donc, pour certaines personnes. Et donc, là, ce n'est plus un risque d'épidémie, c'est un risque de contaminer son partenaire. Mais, donc, ces personnes-là, si le virus n'est pas là, il n'est pas là. Mais il y a des personnes qui gardent la présence du virus. Malheureusement, c'est très rare, mais ça existe. C'est pour cela qu'on continue à les surveiller. Monsieur le ministre, on parle aussi des risques que les virus se transmettent par les laits maternels? Bon, alors, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'études là-dessus pour dire que le virus circule dans le sang au point d'aller dans le lait maternel. Mais pour l'instant, ce qu'on sait de manière certaine, c'est que dans les spermes, le virus peut rester pendant longtemps. Alors, on va prendre rapidement une question de Rachel avant de prendre la question à Ningala. Mais, monsieur le ministre... Et on va retrouver les contacts immédiatement. Ça, de plus en plus, ça va être difficile d'avoir une épidémie qui augmente. Parce que maintenant,
nous connaissons les malades, nous connaissons les contacts et nous les surveillons. Donc même si jamais quelqu'un qui est venu développe finalement les symptômes en étant à Kinshasa, on va le prendre en charge immédiatement parce que le dispositif est déjà mis. J'ai déjà expliqué ici qu'à l'hôpital du Cinquantenaire, vous les journalistes, vous pouvez aller vérifier, nous avons déjà tout le dispositif pour isoler le malade, le prendre en charge et nous avons les moyens maintenant de retrouver les contacts et cela permettra de limiter la propagation. Alors, ce que je peux vous dire à ces sujets, parce que nous avons associé avec le ministre de la Santé, le gouverneur de la province de l'Ituri dans notre briefing, d'ailleurs, monsieur le ministre, vous vous souviendrez qu'au deuxième jour, nous avons fait spécialement le tour de la sécurité dans tous les territoires de la province de l'Ituri. À Mongwalu, souvenez-vous, qu'il y avait un incident, comme un peu ce qu'on avait déploré à Rwampara, des centres de traitement qui ont brûlé. J'ai regardé ce matin un reportage de CNN qui montrait comment les Congolais, à Mongwalu justement, sont en train de se mobiliser pour construire un centre de traitement. Évidemment, aujourd'hui, il y a des dispositions particulières qui ont été prises avec les gouverneurs militaires. Le ministre de la Santé s'en est assuré personnellement, j'étais témoin en Ituri, pour que ces prestataires de santé puissent être protégés, pour qu'il puisse y avoir de la sécurité. Et donc, s'il y a des anges de malheur ou de ceux qui vous disent, qui veulent vous faire croire qu'il y a des groupes armés qui empêchent aux gens d'aller à Mongwalu, vous venez d'avoir la réponse du contraire. C'est aussi une occasion maintenant de rappeler aux uns aux autres que la bonne information est aussi une manière de lutter efficacement contre les virus. Sur la province de l'Ituri, il y a beaucoup de préjugés. Nous, quand nous partions avec le ministre de la Santé, beaucoup de gens disaient, mais vous n'avez pas peur, pourquoi vous allez là-bas? Il y a à la fois les virus, il y a à la fois la sécurité, mais nous sommes partis, nous avons dormi 3 jours, nous sommes revenus, le directeur de l'OMS est parti, il y a dormi, et le ministre a une centaine de membres de son équipe qui sont pour le moment installés à Bunia. Donc pour vous dire qu'il faut vous abstenir de suivre tout ce qui vous est rapporté par certaines sources sûrement mal intentionnées. Voilà, on va prendre la question. Donc, allez-y s'il vous plaît, monsieur le ministre. Donc nos équipes sont à Mongwalu. Maintenant, pour la deuxième question, je viens de vous dire que le virus peut rester parfois dans le liquide séminal pendant longtemps, pendant même 2 ans. Mais nous n'avons jamais vu des résurgences de l'épidémie à partir de quelqu'un qui était déjà infecté. Vous vous rappelez que quand il y a un seul cas d'épidémie, un seul cas d'Ebola, on déclare une épidémie. Un seul cas. Ça veut dire que s'il y avait quelqu'un qui avait refait la maladie, on aurait déclaré l'épidémie. Pour l'instant, on n'a pas déclaré. Maintenant, est-ce qu'un jour ça viendra? Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, nous n'avons pas eu d'épidémie déclarée à partir d'une personne. Vous savez que cette épidémie de Bundibugyo, une des premières choses qu'on a fait, le séquençage qu'on a fait, c'était pour aller voir justement, est-ce que c'est une réminiscence de ce qui s'est passé en 2012 qui revient, ça veut dire est-ce que quelqu'un a gardé le virus et puis c'est reparti? Et bien, le séquençage a montré que c'est une souche qui est venue d'un animal. Donc on est certain que ce n'est pas une souche qui traînait chez quelqu'un qui a refait. Gardez à l'esprit, un seul cas, c'est une épidémie. Donc dès lors qu'on n'a pas déclaré d'autres épidémies, ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu des malades qui ont refait une deuxième fois. Je voudrais quand même rajouter un élément lorsqu'on parle de sécurité ici. Le ministre a parlé de suivre certains cas. À la dernière réunion multisectorielle autour de la Première ministre, nous avions tous les représentants des services de sécurité. Parce que dans le travail qui est fait ici, il faut tracer des contacts, on peut les retracer à partir de leur numéro de téléphone, faire de la triangulation. Et donc tous les moyens sont mobilisés, y compris des services des renseignements, pour retrouver les maximums de contacts et être sûr que nous avons arrêté la propagation du virus. Alors Thierry Landou, pour votre question, pour terminer le briefing de ce soir. Tolobi que toyebite ceux qui ba russe bazan na vaccin. Toyebite ceux qui basi baluka vaccin ango, ceux qui pe basi bazo ango. Na uti koloba que nazo zela ambassadeur ya Russie asenga ki ya kotala biso po ayebisa biso loko ni na ebite. Sengi rendez-vous mais na ebinante ni solo ekozani. Est-ce que kozala makambo vaccin? Est-ce que kozala makambo ba test? Parce que batu musuba lobaka mingi mais so ba komi pembeni komi moi mobulu. Donc na ebite.
Chinois ba yoko bisangate. Nga kutuna bango soki boza la recherche. Recherche la question à Chine te, Chine kenda kambango makambozo kenda mbango bisika ebele. Mais toyebi te esika nini vaccin ekouta. Biso tozo encourager ba candidat vaccin aussi monani déjà et nakolo belango mingi te parce que za recherche. Na uti koloba que na banzité que avant 4-6 mois tokozwa vaccin. Parce que attends ce qui est monani lelo, les temps to mekango, les temps to assure que ekopesa ba effet secondaire koleka maladie, les temps to ba makamoni sona moi tango ezalaka mulai. Donc je peux pas dire. En tout cas pour na ba russe na ba chinois na ba américain na ba nyonso, oyo akoya na solution pesa e monene que ça bien, que ça solo, tokobo yango te. Maintenant Motuna liboso lobi Ebola ekomi wapi lelo ekomi mikolo 20 jours 20 jours aujourd'hui banda to lobaki que Ebola ebandi susu na mboka na biso to lobaki yango le 15 mai lelo to le 4 donc esali déjà 20 jours na 20 jours oto to loba ezake sikoyo to yebi penza bato boni bazobela Ebola na moya lelo to yebi bato boni bakufi na Ebola na moya lelo poto tiki koloba o bato eza lokola Ebola parce qu'on ne veut pas continuer à dire ba suspect siko tozolo bapenza ba kaya solo na ba kaya solo toza na 381 cas ya solo ya Ebola na 381 wana bato basi bakufi bazali 63 ce qui totali tolobi yango na mathématique to koloba 17%, moins de 17% ya bato bakufi na Ebola. Ba chiffre naza na tina mingi parce que zola kisaka que ceux qui pensaient bazio en charge. OK, pensa na hôpital, ba soigner yo, oza na chance belé ya kobika. Mais ceux qui OK na hôpital te. Ceux qui ofandi na ndako po kanisi ezaki eza bokono uti pa ya bakoko e uti pa iboye uti pa iboye. Wana pensa oza na chance ya kokufa mingi. D'ailleurs, tout le monde en go, ne sikoyo bato bakendaki na hôpital te neti par exemple na Nord Kivu, omoni que bazaka 19 mais 13 bakufi. Donc omoni que ceux moto bazui en charge était à okufa. Donc auto senga na peuple na biso, tozo loba makambo mibale. Ya yambo prévention. Prévention elingi koloba ceux qui omoni muto azobela Ebola ko simba yete. Ceux qui mutu akufi na Ebola ko simba yete ata soki aza ndeko na yo ko simba yete pamba te okozwa bokono donc ya yambo eza wana ya mibale tozolandela bato nyonso oyo baza pembeni ya bato oyo bazwaki Ebola tozoloba ba contact tozolandela bango po totala est-ce que bakosala ba signe ba symptôme oyo ya maladie wana soki basali yango il faut tozwa bango totia bango esika oyo toko soigner bango pe toko kotia bango pembeni po ba contaminer bato mususu te. Donc vraiment pona bato nyonso tu ezala na Kinshasa ezala na Otuwele ezala na Sud Kivu ezala na Chopo ko sokola maboko tango iso parce que so sokoli maboko oza na chance mingi que ozwa maladie wana te. Donc vraiment on a koloba pona moya lelo eza yango wana 381 cas 63 décès donc nde ba chiffre to nango ya Ebola 20 jours après. Voilà. Matondo mingi monsieur le ministre Nabiano Pessin de Konabiso Thierry Landou. Je crois que nous sommes arrivés aussi à la fin de cet exercice de redevabilité. Nous prendrons dorénavant rendez-vous une fois la semaine pour venir faire le point de l'épidémie. Le ministre nous a parlé de 3 à 4 mois pour que nous puissions être sûrs que tout est remis dans l'ordre et que nous avons obtenu les résultats escomptés dans les cas de la riposte. Mais continuez de suivre les pages du ministère de la Santé, les pages de notre ministère aussi de la Communication, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les journalistes, vous êtes des alliés dans la lutte contre cette épidémie, autant les communautés locales le sont avec nous. Et donc, nous reviendrons pour vous donner les dernières informations vérifiées, pas les informations que certaines sources donnent sans pour autant pouvoir les vérifier. Et je crois que c'est de cette manière qu'ensemble, nous pourrons efficacement mettre fin à cette épidémie, Monsieur le ministre. Non, pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'on a été assez clair.
Voilà, merci beaucoup et bonne soirée chez vous. Merci. Je termine par où on a commencé. Je disais tout à l'heure que nous avons perdu un des nôtres, Ado Boujangi. C'était les chefs d'équipe de caméramen avec lesquels nous travaillons depuis les débuts de cet exercice de redevabilité, y compris lorsque nous nous déplaçons à la Cité de l'Union africaine pour le Conseil de ministres. Nous lui rendons donc hommage, nous nous tenons aux côtés de sa famille, mais aussi aux côtés de la télévision nationale pour que nous puissions lui rendre des hommages qu'il mérite, que son âme repose en paix et que Dieu console sa famille. Merci et bonne soirée. Masolo ya mboka, masolo ya mboka.